Il y a plein de trucs qui vont pas et je pense qu'on pourrait même pas faire la liste de tout ce qui va pas. Ça, c'est une image qu'on veut jamais voir, nous, dans le parachutisme, parce qu'elle est même pas censée exister, en fait. On sauterait jamais au-dessus d'un orage comme ça, évidemment. Je m'appelle Greg Rosier, je suis champion du monde de parachutisme artistique et je suis aujourd'hui chez Halluciné pour parler justement de parachutisme. Moi, j'ai commencé le parachutisme, mais vraiment grâce au cinéma. Les années 90-2000, où il y a eu vraiment une grosse série de films hollywoodiens, tout le monde essayait d'intégrer des scènes de chute libre. C'était même la surenchère qui allait intégrer les scènes les plus folles. Et en fait, moi, j'avais 12, 13, 14 ans, et je regardais tout ça, et j'étais vraiment, mais alors, complètement addict. Et j'attendais d'avoir l'âge, ce qui était 16 ans, pour me lancer. Donc c'est grâce au cinéma que je suis devenu parachutiste. C'est fou. Et est-ce qu'il y a un film en particulier qui t'a vraiment marqué là-dessus? Celui qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est Point Break. Je pense qu'il a changé beaucoup de vies. Je croise beaucoup de parachutistes, quel que soit leur pays d'origine, qui ont eux aussi mis un pied dans le parachutisme grâce à ce film. Les images de ce film, elles sont absolument éblouissantes. C'est Catherine Bigelow, je crois, la réalisatrice. Elle a pris le soin d'aller filmer déjà sur des sites incroyables, parce que souvent les gens ont ramené par rapport à ce moment-là précis, comment ça se fait que ça dure si longtemps, et puis est-ce qu'on peut vraiment se parler en chute libre? Alors non, le saut il n'est pas aussi long que ça. Un saut ça a duré entre 50 secondes et 60 secondes, ça peut durer plus longtemps, mais dans ce cas-là il faut monter beaucoup plus haut, sauter que de l'oxygène, c'est des contraintes qui sont beaucoup plus fortes pour pas beaucoup de secondes en plus, donc on le fait pas. Donc là c'est juste pour la poésie évidemment que la scène dure plus longtemps, ils sont au-dessus des lacs, en plus c'est magnifique là dans l'Utah, c'est absolument dingue. Et donc bien sûr, on les entend parler. Yeah, Johnny! Tu peux crier, tu peux t'entendre si vraiment tu es au contact de quelqu'un, c'est-à-dire que si tu as construit une formation et que tu te tiens et que tu t'approches un peu, si tu cries, tu vas entendre, mais sinon on peut pas entendre aussi bien malheureusement. Il a des palmes. Mais ça c'est bien qu'il ait des palmes, parce que ça prouve qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça reste aussi l'option du parachutisme sportif, c'est aussi de faire purement du loisir. Il y a des gens qui sont allés dans le sport que pour ça, ou qui maintenant le pratiquent que dans ce sens-là. Donc on peut même sauter dans des bateaux gonflables, on l'a fait. Ça c'est marrant. Là pour le coup tu peux t'entendre parler. S'il y a 2 personnes dans un bateau gonflable et 3 ou 4 autour qui s'amusent à le tenir, il y a tellement finalement une dévente forte qui se fait que là tu peux t'entendre parler très très bien. Ah, elle est magique cette scène. Puis toi t'es invité à vraiment, t'as envie d'y aller quoi. Et c'est pour ça je pense qu'il a eu autant de succès ce film dans la population parachutiste, pour ceux qui sont aussi devenus parachutistes, parce que t'as qu'une envie quand tu regardes cette scène, c'est de sauter. Oh la courroie il tire! Toi d'abord! D'accord! Dégueulasse! C'est bien que t'aies mis cette scène-là, parce qu'on la retrouve dans d'autres films, évidemment. Parce que c'est un petit peu le fantasme, jusqu'à quand on peut chuter. Donc là, évidemment, ils font exprès d'aller au plus bas, puisqu'on voit même que Patrick Swayze, lui, il ouvre tellement bas que c'est la fin de phase d'ouverture de la voile, et puis il tombe dans l'eau. On peut pas faire vraiment plus bas, il a même pas le temps de prendre les commandes. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qu'on essaye de faire, tout simplement parce que ce matériel-là, il est fait pour s'ouvrir en vitesse terminale. Il y a une progressivité dans l'ouverture de la voile, il y a un ralentisseur de la voile, parce qu'on veut passer de 200 à 30 km/h, mais en 100, 150, 200 mètres, on n'a pas envie que ça s'ouvre vite, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à se faire mal au dos pour ça. Personne s'amuserait dans le sportif à faire ça, à dépasser le plafond des 1000 mètres. Nous, à 1000 mètres, on ouvre notre parachute, on a même des rappels sonores, on a des altisons, on a des altivisuels, donc... Et puis si tu le fais une fois par mégarde, tu vas être repris à l'ordre par tout le monde. Nous, c'est très très bienveillant, notre communauté parachutiste, on veut pas être avec des fous, en fait. Tout le monde vient ici pour pratiquer, là on voit... Les 3 gars qui se posent ensemble, c'est magnifique, on est là pour ça. Pour s'amuser, pour partager, c'est de l'aéronautique, on n'est pas là pour faire des cascades, quoi. Donc là, c'est très beau dans le film, mais on fait pas ça. Et l'arrivée dans l'eau, c'est quelque chose de classique qui se fait, ou c'est justement pour la beauté du plan qu'ils font ça? Alors, nous, on n'a pas encore pu le faire, on aimerait bien. On évite de le faire parce qu'après, du coup, le matériel, il est pas réutilisable avant une sacrée séquence de 2 choses. Il faut aller sortir la voile de secours, qui du coup est mouillée. Il faut, si le système de sécurité a été un peu pris l'eau, il va falloir changer le système de sécurité, parce que tous les parachutes, depuis 30 ans maintenant, sont équipés obligatoirement d'un système qui calcule constamment ta vitesse de chute et ta hauteur. Donc si jamais tu es inconscient, il va y avoir ouverture du parachute de secours, même si toi tu ne fais rien. Donc c'est vraiment devenu un sport très réglementé et très sécurisé. Et donc si tu finis dans l'eau, il va falloir mettre en place tout un système, toute une logistique pour tout sécher, ça prend 2-3 jours. Donc rien que pour ça, on évite de le faire. Mais j'aimerais bien le faire un jour. Comme expérience à partager, il n'y a pas mieux. Ça me fout des frissons. Alors, comme expérience à partager, il n'y a pas mieux. Je suis complètement d'accord. Mais même avant même de la partager, pour soi-même, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que les tout premiers sauts, moi j'ai commencé par les sauts automatiques et en plus toi aussi,
pour l'histoire, donc je trouve ça absolument génial comme coïncidence. Mais tes premiers sauts, t'as cette contradiction qui est folle. Quand tu quittes l'avion, t'as l'impression à la fois d'être une poussière, parce que d'un coup t'es dans le ciel. Ce ciel qui est immense, qui a aucune limite en fait. Donc t'as l'impression que t'es une poussière dans le ciel. Et en même temps, comme t'es au-dessus de tout le monde, t'as une espèce d'impression de divinité, que t'es au-dessus de tout. Et du coup, c'est très contradictoire, parce que tu dis, attends, je suis une poussière ou je suis une divinité? Donc c'est cette sensation-là que tu retrouves nulle part ailleurs, elle est complètement dingue. Et donc, quand tu es en plus avec ce niveau-là, qui arrive normalement quand t'as 30-40 sauts, d'avoir obtenu la qualification de sauter avec des copains, alors là, c'est extraordinaire. Et là pour le coup, la phrase, elle prend encore plus de sens. Alors, on arrive sur ce scénario du « j'ai pas de parachute, il va falloir forcément que je m'accroche à quelqu'un qui en a un pour survivre ». Ça, dans le côté pratique, c'est très délicat, parce que normalement, il faut avoir sauté avec un parachute biplace. Il y a certains cascadeurs qui l'ont fait dans le monde, donc quelqu'un sautait avec un parachute biplace, un parachute tandem, et quelqu'un sans parachute, et ils vont s'accrocher en dernière minute à cet équipement-là, qui est biplace, qui va pouvoir porter le poids de 2 personnes. Il y a 2 problématiques. 2 corps qui sont accrochés ensemble, ils prennent beaucoup plus de vitesse que 1, donc il faudrait s'accrocher éventuellement vite, ensemble, enfin en tout cas ne pas perdre de temps pour ouvrir le parachute, pour pas prendre trop de vitesse, et se serrer très très fort. Des champions du monde d'escalade ou de crossfit ou de MMA, je pense qu'ils peuvent accrocher, ils peuvent arriver à tenir le coup, parce que la desserration est très très forte, et après par contre ils seront tous les deux sur une monovoile, donc l'atterrissage il va être musclé. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Il y en a des deux qui se fait un genou, c'est Keanu Reeves je crois, donc c'est pas impossible, mais les chances de succès sont tellement fines qu'il faut absolument jamais le faire. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, en pratique, pour les cascadeurs, il y en a un qui doit sauter, mais il a un parachute, même si ils font croire qu'il en a pas. Alors, si tu regardes, on voit qu'il est en chemise, t-shirt et chemise, mais tu vois qu'en fait, il y a un petit relief sur son dos. Là, on voit qu'il y a un parachute. On voit très bien qu'il y a un parachute, il y a une petite bosse dans le dos. Donc, on va alterner avec des scènes comme ici, là où il est pas en train de sauter, avec la scène d'avant où il y a vraiment quelqu'un qui est en train de sauter, et le mélange est très bien fait, et le résultat, il est magnifique. Mais évidemment, on va pas prendre de risque de dire même à un cascadeur, bon bah saute quand même sans parachute, je vais doubler ton salaire, non ça marchera pas. Donc on a des monovoiles, ça prend moins de place qu'un parachute normal parce qu'il n'y a pas les 2 voiles. Il n'y a pas voile principale et voile de secours, donc il n'y a qu'une seule voile. Donc ça reste de la cascade parce que du coup bah, on perd une sécurité supplémentaire si jamais on doit libérer la voile. Mais là par contre ça reste quand même beaucoup plus sécurisé que de sauter sans rien. Non mais je peux rentrer en fait. Oui, non mais c'est ce qu'on va faire, mais en passant par là. Donc là, il joue sur les 2 tableaux parce qu'il la rassure quand même énormément. Elle est très bien équipée, elle est prête à sauter. Il ouvre en avance la porte, ce qui est pas mal à faire parce que c'est vrai que quand on ouvre la porte, d'un coup, il y a plus de bruit et puis surtout, il y a un peu d'air qui rentre. Et c'est vraiment pas naturel d'avoir une porte ouverte dans un avion. Donc de prévenir qu'on va ouvrir la porte et puis de la laisser ouverte un petit peu longtemps, ça permet aussi d'avoir du temps pour se préparer au saut. Donc il le fait très bien, il la rassure énormément, mais il joue aussi un petit peu dans le truc genre ouais tu vas voir c'est quand même costaud. Et de toute façon c'est ça le but, hein, c'est de pas oublier que on est là aussi pour vivre des sensations uniques. Hein. Donc voilà, là on voit qu'ils sont en ralentisseur, on le voit pas dans tous les films. C'est dommage parce que évidemment on peut pas se permettre de sauter en tandem sans ce système de ralentissement. En fait c'est le système d'ouverture du parachute, sauf que là il y a 2 séquences. Parce que tout simplement et très logiquement, 2 corps l'un sur l'autre, ça reviendrait à avoir un seul corps de 170, 180 kg même, et ça serait beaucoup trop rapide, et ça créerait des ouvertures trop fortes. Donc on a un ralentisseur, ça permet de rester à 180-200 km/h, vitesse de quelqu'un normal, ce qui est beaucoup mieux pour le matériel, beaucoup mieux pour l'expérience, et qui permet aussi à un vidéoman de suivre sans problème le saut. Et une question que j'ai sur le tandem, c'est à quel point la personne qui n'a jamais fait de parachute, elle peut influencer le saut? Est-ce que si elle décide un peu de bouger ses membres n'importe comment, ça peut être pénalisant? Il y a 2 choses. Les moniteurs sont formés à des comportements et puis même des positions qui sont pas bonnes. Donc il y a moyen de récupérer en l'air des positions. Le but c'est de sortir assez vite le ralentisseur, parce que il a aussi un rôle de stabilisateur. Donc il va aider à ce que ça reste de toute façon dans cette configuration-là. Et il y a des méthodes pour récupérer une position qui aurait été pas forcément la plus efficace, et il y a aussi des méthodes pour maintenir justement asymétriquement parlant, le moniteur va maintenir une position un peu asymétrique pour compenser la position asymétrique du passager, donc au final il y a longtemps qu'on a réglé ce problème là, donc faut pas se faire de soucis, tout est prêt, on vous attend, venez faire un tandem. Donnez-moi les diamants. C'est un équipement monovoile, donc base jump, donc c'est cohérent au niveau du matériel, ce qui est déjà bien, c'est pas toujours le cas dans les films. Après je crois que si je me souviens bien, c'est juste la voile qui correspond pas. C'est pas ce qu'elle devrait être. Bien sûr, il y a du matériel qui correspond à chaque chose. C'est comme quand tu vois une course en moto, que tu vois que les pneus, c'est pas les pneus qui sont censés correspondre à de la route ou à du terrain. C'est un petit peu la même chose qu'on peut avoir nous dans le parachutisme. Oui, voilà, exactement.
Donc on voit une voile de parapente en fait, très fine, en plus une voile de compétition de parapente. Il n'aurait pas du tout pu sauter d'un immeuble avec ça. À la limite, il aurait pu faire un rollover, c'est-à-dire tu déploies la voile au bord du building, mais ça prend du temps et ça correspond pas avec l'action du film. Et tu sautes, la voile est déjà, elle pend en fait, et le fait de sauter, tu te retrouves sous la voile. Il aurait pu faire ça. Bien sûr là, ça se veut être un saut de base jump, mais c'est pas du matériel de base jump. C'est dommage, parce que y a que les parachutistes qui vont le voir, mais n'empêche qu'on est quand même assez nombreux dans le monde, aussi bien civils que militaires, à faire du parachutisme, et nous on voit tout de suite que c'est pas le bon matériel, et je pense que ça changerait pas grand chose au niveau effets spéciaux, au niveau montage, d'aller chercher la vraie voile quoi. Quelle est notre altitude? On est à plus de 30 000 pieds. Ça fait près de 10 000 mètres. Et oui, il faut monter très haut dans l'armée, parce que le but c'est infiltration sous voile, donc si tu sautes très bas, ça veut dire que l'avion il est très bas, ça veut dire que tu t'es fait voir quoi. Donc forcément, il faut mettre en place toute une logistique et tout un matériel adapté à sauter très très haut. On le retrouve dans beaucoup de films ça, cet esprit de ok, on est le plus haut possible. Alors, ça reste souvent 10 000 mètres, on va rarement au-dessus, même dans les films, pour que ça reste cohérent, parce qu'en fait, pour de vrai, même 12 000 mètres, on a déjà plus le droit d'y être normalement sans scaphandre. Donc une vraie hauteur d'avion de ligne, on n'en est plus très loin, mais on n'y est pas encore. Ça serait dangereux en fait. Au-delà de l'entraînement ou de la condition physique, parce que t'as même ton sang qui se met à devenir gazeux. Enfin, il faut qu'on soit pressurisé constamment. Donc là, je fais du coup le rapport avec ce qui va parler aux gens, c'est-à-dire le scaphandre de Felix Baumgartner. En fait, à partir de 11 000, 12 000 mètres, il faudrait déjà que t'aies un scaphandre. Là, tu peux plus te permettre de pas être pressurisé. Donc voilà, jusqu'à 9-10 000 mètres, ça passe. Faut pas y passer sa vie non plus, faut s'oxygéner un maximum en avant. Ça reste, c'est pas anodin, hein. Ça reste quand même des risques physiques forts. Mais bon, c'est les Navy Seals. En ce moment, on parle beaucoup de la Delta Force. Hein. Il y a beaucoup d'unités qui utilisent ce genre d'entraînement et de technologie et de techniques pour opérer, quoi. Alors là, on le voit pour le cinéma, il respire, il hyperoxy un petit peu avant de partir. On fait pas ça. Nous, on fait beaucoup de sauts sous oxygène. On fait un peu le contraire. Alors, il faut pas se mettre non plus dans une posture de « je suis en train de m'endormir ». Faut pas croiser les jambes, croiser les bras. Faut rester quand même dans cette posture de vigilance, mais il faut pas s'exciter, faut pas se mettre à tourner la tête dans tous les sens, parler à tout le monde ou faire ce qu'il vient de faire. Mais bien sûr, au niveau cinéma, c'est la seule manière de montrer que là, ouais, on va passer d'une phase, on est dans l'avion, à une phase en chute libre, il faut être à fond, donc il fait cette super ventilation avant de partir. Là, dans cette scène, il chute longtemps, ça sera pas forcément souvent le cas en fait. Mais là, je pense qu'il voulait optimiser, de montrer que, bien sûr, les Navy Seals, ils peuvent tout faire. De toute façon, à ce niveau-là, les forces spéciales, air, terre, mer, qui sont formées au saut oxy, ils peuvent tout faire. Mais normalement, ils vont pas chuter aussi longtemps. C'est plus pour l'infiltration sous voile. Mais bien sûr, c'est quand même sexy au niveau d'un film de profiter d'une scène pour tout mettre. Donc là, ils chutent très longtemps. Et puis là, donc, ils sont plutôt chargés. Normalement, les chuteurs opérationnels, ils sautent avec beaucoup de matériel, ce qui implique qu'ils auront la double voile, comme on disait tout à l'heure, parce qu'avoir beaucoup de poids ou avoir une autre personne en passager, ça implique d'avoir une double voile, ou en tout cas une voile de très grande surface. Et là, pour le coup, ils n'ont pas pris le temps de sortir le ralentisseur pour qu'il joue son rôle de ralentissement, et pour qu'après, il puisse ouvrir le parachute. Il faut bien 6 ou 7 secondes quand même, pour que le ralentisseur, il fasse passer d'un 280 km/h à un 200 km/h, pour que l'ouverture de la voile elle soit bien, surtout avec du matériel, et là ils ont un petit peu tout mélangé. En plus ils tirent tous, ça c'est les Américains, c'est leur spécialité, ils sont tous à côté les uns les autres, voilà, puis ils ouvrent. Normalement on évite de faire ça, parce que les voiles, comme je te disais tout à l'heure, elles veulent avancer, c'est comme ça en fait qu'elles vont maintenir en fait leur forme. Il y a de l'air qui rentre sans arrêt devant, donc elles ont un angle sur l'avant, et donc évidemment, pour ces raisons-là logiques, on fait au moins un 180 degrés les uns les autres, pour que les voiles elles aient une ligne divergente, au moins le temps du contrôle de la voile, et après, éventuellement, on peut se retrouver. Donc là, ils se tirent tous les uns sur les autres. C'est très beau à l'écran, mais faut pas faire ça non plus. Et là, il y a un souci. Bien sûr, on veut toujours qu'il y ait un problème de parachute. Là, il y a toutes les suspentes complétées. Ça n'arrive absolument jamais. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui va trouver « Regarde, c'est arrivé une fois en telle année !» Il arrive toujours des trucs de fou, mais qu'il y ait autant de suspentes qui pètent, c'est vraiment très rare. Moi, en 30 ans de parachutisme, j'ai vu 2 fois un copain qui avait une suspente cassée, donc c'est très rare. Non, mais c'est très bien de montrer qu'il y a un problème et qu'il peut être résorbé en faisant la procédure de sécurité. Au final, ça sert à ça. Il prend un peu de temps pour réagir. Enfin, je veux dire, dans la vraie vie, si avec autant de suspentes cassées, ça fait partie justement des schémas où il n'y a pas de question à se poser. On peut des fois résorber un problème. Je vais pas aller dans les détails, mais il y a des tout petits incidents de sous-voile qu'on détecte, qu'on peut résorber en prenant les commandes, en rajoutant ou en enlevant de la pression, etc. Et puis il y a des problèmes qu'on va pas essayer de résorber. La question est très simple, c'est est-ce qu'on peut se poser avec la configuration qu'on a au-dessus de la tête? Là, clairement non, parce qu'on a qu'un tiers de la voile qui est gonflée au-dessus de la tête. Donc là, il n'y a même pas de réflexion.
C'est comme quand tu mets un coup de frein quand il y a un piéton, ça va au-delà de la réflexion. Ah, ok, procédure de secours. Procédure de secours, du coup, tu te détaches du premier parachute, tu lâches ton premier parachute. Voilà, donc procédure de secours, bah, tu libères cette voile-là, donc il y a une poignée qui est destinée à ça, et il y a une autre poignée qui est tout à fait différente, qui va, elle, ouvrir le parachute de secours. Et il y a le déclencheur de sécurité que j'expliquais tout à l'heure, qui est relié aussi à cette poignée-là, et qui peut aussi déclencher sans que tu fasses une action si jamais tu es trop bas. C'est quoi l'altitude auquel ça se déclenche? Par défaut, on est entre 250 et 300 mètres. On peut après augmenter en fonction de ce qu'on va faire, si on veut adapter, si on a vraiment plus de poids, si on est sur des zones en altitude, si on a beaucoup de matériel, enfin bref, on peut l'adapter. Mais par défaut, ça va être entre 250 et 300 mètres. C'est le truc du dernier recours, c'est si tu as rien fait. Et nous, on veut pas éduquer les parachutistes à ça. On doit être capable d'être conscient, c'est pour ça qu'il faut pas sauter en étant fatigué ou en n'ayant pas mangé ou quoi que ce soit. Ça reste un sport aéronautique, c'est comme de piloter un avion, de piloter son corps et de piloter une voile. Donc il faut être dans un très très bon état de conscience. Le premier paramètre de sécurité, c'est toi, c'est l'être humain. Donc on veut pas dire aux gens, bah, de toute façon si tu fais rien, ça ira bien quand même. C'est pour ça que c'est entre 250 et 300 mètres, c'est la dernière chance. Ok, parce que tu crois que tout à l'heure tu le disais sur Point Break, en général t'essayes d'ouvrir à 1 km, c'est ça, 1 mètre? Oui, c'est ça. Par convention, dans le monde entier, toutes les fédérations de parachutisme se sont mis d'accord. À 1000 mètres, on ouvre le parachute. Et bien sûr, si dans un paraclub, t'as tendance à faire un peu plus bas, tu vas être repris à l'ordre de toute façon très très vite. Ça sert à rien d'ouvrir plus bas parce que ça te limite ton temps potentiel de réaction s'il y a un problème. Et c'est déjà très bien de jouer de 4000 mètres à 1000 mètres, c'est déjà une aire de jeu qui est bien. Ils ont fait une belle adaptation des casques qu'on utilise vraiment en parachutisme, c'est pas toujours le cas. Et puis là, ouais, c'est plus pro, hein. Ça a été fait par des amis anglais d'ailleurs, cette scène. On est très carré au niveau du matériel, c'est une scène beaucoup plus récente en plus que par rapport au Navy Seal par exemple. C'est des vrais avions, c'est des vrais parachutes, c'est des vrais casques, c'est des vrais tout. La connexion oxygène, on la ferait pas comme ça, mais il faut forcément qu'il y ait un petit problème quelque part. On fait pas traverser... On limite les trajectoires des flexibles. En plus, c'est pris dans la sangle de poitrine, donc il y a possibilité d'écrasement. C'est le seul petit défaut que je vois, mais ça reste très très bien. Alors là, par exemple, toi, le temps qu'ils prennent à s'expliquer, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce qu'en fait, l'espacement fait partie du résultat de la précision de poser de tout le groupe. S'il y a une partie du groupe qui arrête la séquence de saut, bah ils prennent le risque de pas pouvoir se retrouver au même endroit que leurs copains pour se poser. Donc ça, normalement, ouais, c'est pas très réaliste. Là, potentiellement, elle va avoir beaucoup de mal à retrouver le groupe. Même visuellement, c'est ce qu'on voit là, d'ailleurs, qui était plutôt réaliste quand il fait son premier demi-tour. Même lui, il voit même plus où sont ses copains. Hein. Bon, ça, elle est partie. Donc, vrai avion, un Skyvan, qu'on utilise énormément. Un des avions qui nous permet de réaliser des records du monde, des records de grande formation, parce qu'il permet de laisser beaucoup de gens sortir en même temps. Les tranches arrière, c'est vraiment génial, super pratique. Alors, nous, on a adoré, en tant que parachutiste sportif, de voir justement du vol 3D. Parce qu'on en voit pas assez au cinéma, alors que c'est ça. Tous les week-ends, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, nous. On vole tête en haut, on vole tête en bas, on tourne les uns autour des autres. Ça nous a fait du bien de voir enfin du free fly dans un film. Ce qui est pas, par contre, réaliste, c'est que ça demande quand même des compétences. Il va falloir entre 100 et 500 sauts pour arriver à faire ce que les mecs font, tout seul. Et pour le faire en groupe, peut-être 500 sauts de plus. Donc là, que les mecs qui réalisent un saut aussi technique en groupe, alors que c'est potentiellement leur premier saut, bien sûr, c'est complètement impossible. Mais j'avais presque envie de pas le dire parce que c'est tellement beau, ça fait plaisir pour une fois de le voir à l'écran. Un agent de Kingsman doit être capable de résoudre un problème, même sous pression. Genre, que fait-on quand quelqu'un du groupe n'a pas de parachute? Voilà, allez, maintenant on bascule dans le dramatique, évidemment, sinon c'est pas drôle, il faut que ça fasse peur. Il vient de dire, il y en a qui a pas de parachute. Enfin, qui a pas de voile. Ce qui sous-entend, c'est qu'il n'y aura pas de voile au moment de l'ouverture. Ce qui est vraiment pas très gentil à faire hein, sur un saut aussi court, comme surprise. Là, on se retrouve, du coup, c'est le schéma un petit peu à la fin de Point Break, c'est du coup, il va falloir être deux sous un monovoile. Donc, ils restent tous les deux, et jusqu'au bout... moi, j'aurais quand même réagi plus tôt, parce qu'ils attendent vraiment tard. Le problème, c'est toujours pareil. On en veut un petit peu aux décisions tardives, parce qu'on va pas éduquer les gens, nous, dans le parachutisme, à être dans cet état d'esprit. Faut pas faire de décisions tardives. Il faut réagir vite. Si jamais on n'a pas pris la bonne, de toute façon, décision, il y aura d'autres décisions à prendre dans la foulée, mais il faut agir. Et d'attendre la dernière seconde pour réagir, on ouvre la porte justement si la voile elle est pas bonne, ou elle a pas fini de s'ouvrir ou quoi que ce soit, on va avoir des problèmes qu'on pourra pas résorber. Donc il aurait fallu forcément réagir plus vite, même s'ils avaient choisi de toute façon de faire ce plan-là. Bon là il y a plein de problèmes, elle est debout sur les commandes, quand elle se pose, il aurait pas fallu freiner aussitôt, évidemment. Ce qui fait vraiment le plus rire de tous les petits défauts que j'ai vus. Impossible de se poser à l'issue de tous ces choix catastrophiques et tous ces retards au moment du saut, impossible de finir sur la cible.
Non mais clairement c'est impossible. Tu peux pas demander à quelqu'un qui a pas des milliers de sauts sur un briefing où il y aurait que ça comme difficulté de faire une précision d'atterrissage, tu vois que c'est une cible. Alors ça fait du 4-5 mètres, ça ressemble à la taille des cibles qu'on utilise nous dans les disciplines de précision d'atterrissage, mais c'est un matériel spécifique, c'est un largage spécifique, fait, tout est adapté à ça. Là on essaie de tout mettre, c'est ce qu'on veut faire au cinéma, on n'a pas le temps, on veut essayer de tout mettre, c'est ce qu'ils ont fait là. Toutes mes félicitations. Vous avez battu un record. Ouvrir à moins de 100 mètres, c'est plutôt gonflé. C'est gonflé, surtout que t'es pas sûr que la voile ait le temps de finir de s'ouvrir, donc c'est très très gonflé, je confirme. Ça existe vraiment ce record de la voile qui a été ouverte le plus proche du sol? Oui, alors il y a des records de tout, hein. Le plus longtemps, le plus haut, le plus bas. Forcément, l'humain veut toujours repousser les limites dans tous les sens. Alors, dans ce qui est le plus bas, c'est pas ce matériel-là. On va même pas sauter d'avion. Donc les records les plus bas, ça va être de sauter de falaises ou de grues ou d'immeubles ou de quoi que ce soit. Mais du coup, c'est ce qu'aurait dû faire Vincent Cassel à la fin du film tout à l'heure. Si tu veux sauter très très bas, ton extracteur, tu prends même pas le risque d'avoir à perdre le temps de prendre l'extracteur et de le lâcher. Si tu veux faire du très très bas, tu accroches l'extracteur déjà à ton building ou à ta grue ou de là où tu vas sauter. Et en fait, c'est ton éloignement avec ce point-là qui va sortir toute la voile. Donc là, tu peux te permettre de faire du 40-50 mètres. Tu peux toujours faire plus bas, mais après, tu joues vraiment avec... Enfin, c'est la roulette russe, c'est débile. Mais tu peux faire du 40-50 mètres avec le matériel qui existe aujourd'hui, mais il n'y a pas un intérêt qui est formidable non plus à faire ça. Donc là, voilà, ils essaient de tout mettre, ils mélangent tout. Ils mélangent des performances qu'on peut obtenir éventuellement sous certaines conditions avec certains matériels. C'est bon, on va... Nom de Dieu! Donc là, il perd pas de temps pour la rejoindre, c'est très bien. Il a le niveau technique, vu que c'est le moniteur de la rattraper, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui serait inconscient chuterait à peu près comme ça. Quand on est inconscient, au final, on n'a plus de tonicité et on va prendre la forme de goutte d'eau. Par contre, ça descend vite, c'est difficile à attraper. C'est d'ailleurs très bien qu'on montre qu'il ait beaucoup de mal à le faire parce que c'est très très difficile à attraper. Là, il fait ce qu'il peut pour attraper le fait qu'il ait mal géré beaucoup de choses. Alors, normalement, il l'a attrapé à un moment donné, il aurait pu saisir sa poignée d'ouverture de secours. Ah, ça, c'est dramatique. Ça, c'est une image qu'on veut jamais voir, nous, dans le parachutisme, parce qu'elle est même pas censée exister, en fait. Là, donc, voilà. C'est un moniteur qui sautait quelqu'un qui, de toute évidence, est pas formé ou pas très fort, donc il aurait dû rester en contact tout le temps. Il se barre pas vers le pilote en laissant une porte ouverte. Et... Donc, il y a beaucoup, bien sûr, d'erreurs pour rassurer les gens qui regardent. C'est pas possible, ça. Et combien même... La personne serait partie, il serait pas arrivé à la rattraper. Comme on le disait, il y a ce fameux déclencheur qui aurait ouvert la voile et que là, il n'y a pas eu évidemment. Donc là, on est en plein dans cette volonté de faire peur, de dire « Ouah, le parachute, il s'est pas ouvert ». Donc bah c'est réussi parce qu'on a vu quelqu'un taper le sol. Donc là, en tant que moniteur, bien sûr, c'est plus que dramatique. Hein, d'avoir perdu quelqu'un comme ça qui est allé jusqu'au sol. C'est pas du tout l'objectif de l'activité et du sport. Là, tout de suite, j'ai pas très envie de sauter avec toi, je suis vraiment pas chaud du tout. C'est de sauter de nuit qui te fait peur? Ben oui, les sauts de nuit, c'est pas anodin. Tous les paramètres de sécurité, il faut les augmenter. Et il faut normalement avoir des lumières de sécurité. Déjà pour se distinguer l'un de l'autre, et puis pour pouvoir se poser. Ou alors il faut basculer, mais ça c'est du matériel militaire, avec des jumelles de vision nocturne. Mais sauter juste dans le noir avec un peu rien comme ça, alors c'est joli, j'imagine, ouais c'est du coucher de soleil, et puis il doit y avoir, c'est un petit peu de nuit américaine, mais ouais c'est très joli à l'écran, là tout ce qu'on veut définitivement c'est que ça soit poétique, et ça l'est. Parce que là bon, à la limite, côté chute libre, ils s'en sont pas mal sortis, mais bien sûr après le problème c'est se poser. Et se poser dans le noir absolu, si on n'a pas tout ce que je viens d'évoquer comme système de sécurité, on peut encore une fois se péter une jambe facilement, ce qui n'est pas du tout le but. Dans le sportif, on prend vraiment pas de risque, encore une fois, c'est pas le but, et on fait régulièrement des sauts de nuit. Et là, on a une très très grande zone qui est complètement éclairée, et il est obligatoire d'avoir un système d'éclairage personnel si jamais, évidemment, on ratait la zone de posée. C'est bon, j'arrive à fond la caisse. J'aime bien, j'avoue, hein, ce côté un petit peu détendu, quoi qu'il arrive du personnage. Que le mec qui parte pour un truc où il maîtrise exactement le déroulé, ou qu'il soit dans des situations qu'on voit plus tard dans le film où il sait pas trop ce qui va se passer, il reste serein, j'aime bien. Ah là, il fallait la faire, la scène, quand même, elle est géniale. Hein. Je sais pas quelle est la proportion d'images truquées, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. Là, on est sur du très très réaliste quand même. En plus, c'est sous couvert c'est une cascade de toute façon. Donc du coup, il y a tout. Il y a une vraie rampe qui aide la voiture à partir. Le mec, il est derrière. Alors, peut-être qu'il faudra ajouter un strap pour les pieds pour être sûr de pas se décoller trop vite de la voiture. C'est le seul truc que je vois. Et puis, il faut faire gaffe à la dévente de la voiture pour que l'extracteur, il ait quand même bien de l'air. Mis à part ça, je pense qu'on est vraiment sur de la vraie scène. C'est une vraie ouverture, c'est une vraie descente de voiture. Non, chapeau. Chapeau là, très très belle scène. Je l'avais pas eu depuis très longtemps, mais il n'y a rien qui me fait tiquer. Allez, pars vite. Eh oui, parce que les policiers, ils aiment pas qu'on fasse du base jump.
Alors c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où le base jump est interdit, et donc il faut respecter ça. C'est ambitieux comme saut, parce que sauter sans parachute déjà c'est difficile, mais alors aller récupérer celui qu'un mec avait déjà enfilé, waouh. Tu sais quelle année c'est ça? C'est excellent. C'est 79. Extraordinaire. Parce que ouais, t'as vu, elle est réaliste hein, la scène. Oui, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'ils sont quand même, ils ont intégré des vraies scènes, donc chapeau. Là, voilà, c'est du très très vieux matériel en tout cas. Donc ça existe vraiment, hein, le système, c'est pas un système qui a été abandonné. On le met pas dans le sportif, parce qu'on a facilité la tâche, on veut que ça soit du bulletproof, que tout soit facile. Donc dans le sportif, on n'utilise pas, mais dans le militaire, dans l'armée, on continue à avoir l'éclipse, parce que des fois, on est amené à se poser et à se barrer vite, donc on veut que ça déclipse vite, enfin, pour plein de raisons, on veut du clips. Donc ça, c'est réaliste pour le coup. Ce qui reste, encore une fois, un petit peu exagéré, c'est les temps de chute, hein, comme d'habitude. On voit très souvent que le parachutiste essaie de chercher une poignée en haut, alors qu'on voit qu'elle est toujours en place en bas. Elle est passée de la cuissarde au bas du parachute, mais elle a quasiment, à 99% du temps, tout le temps été en bas, la poignée pour ouvrir le parachute principal. Et les poignées qui sont en haut, c'est pour libérer la voile principale et ouvrir le secours. Et je sais pas pourquoi, pendant tant d'années, ça a résisté à l'écran, il y a une ouverture qui se passe là. Je sais pas en quoi c'est un avantage cinématographique, parce qu'au final, c'est tellement une fausse information à donner inconsciemment aux gens, la première action, elle est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Putain de sa face de chiasse! Alors, il faut qu'il y ait des films comme ça qui existent, parce que l'important c'est de toucher le plus large public possible. C'est même plus des films d'action, c'est des films de super action. Donc forcément, la scène de chute libre, elle est à l'image de ça, quoi. Ouais, il y a plein de trucs qui vont pas, et je pense qu'on pourrait même pas faire la liste de tout ce qui va pas. Donc là, voilà, beaucoup d'images de synthèse. Après, c'est des choix, hein. C'est des choix de prendre le soin d'aller faire des vraies scènes de chute, ou de faire que de l'image de synthèse. Pourtant, on a vu des films qui avaient 20 ans, voire même 30 ans des fois, où ils sont allés faire des vraies scènes, donc ils peuvent le faire. Ah, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des vraies scènes. Là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de... il n'y a rien de réel. Donc tu vois, comme d'habitude, on se tire tous les uns sur les autres, il n'y a pas de problème. Voilà, des comportements super rapides de pilotage sous voile, ça se pose n'importe où. Je pense qu'il n'y avait même pas de briefing d'ailleurs sur où on allait se poser. Ah oui, il y a un mec qui fait même des hélicos. Je pense, je l'avais pas vu depuis longtemps cette scène. Voilà, ouais, ça c'est génial pour se poser. En fait, comme je te disais, c'est du pilotage. Que ce soit un avion ou que tu sois sous voile, sous un parachute ou sous un parapente, il n'y a pas d'intérêt à donner des coups de volant ou des coups de manche ou des coups de commande. Aucun intérêt. Donc, alors bien sûr, c'est très dommage de se poser sur une ligne haute tension, j'allais le dire. Ouais, ah oui, disons, c'est Brad Pitt non plus, j'ai oublié. C'est pour ça que le parachutisme, normalement, c'est au-dessus d'une zone réglementée où il n'y a aucun obstacle. Jamais tu vas faire des sauts comme ça en ville. Et si tu le fais, forcément, tu as tout organisé. Tu as même des plans B si jamais tu as été un petit peu mal largué. Et tu as des briefings vraiment super costauds. On le voit dans certains films. Ça arrive régulièrement qu'on aille sur des zones de saut où on n'a jamais sauté avant, pour des raisons X ou Y. Et on va prendre le temps d'aller regarder, justement, on va sauter exactement là, à tel moment, ce qu'ils font absolument jamais, il n'y a pas de communication avec les pilotes quand ils le font là, pour justement anticiper les vents, pour être sûr qu'une fois qu'on soit sous voile, on se posera à cet endroit-là, et si on a un problème, on a tel plan B. Et là, clairement, il n'y a rien de tout ça. Mais bon, il en faut pour tout le monde. C'est marrant aussi de cultiver ces clichés-là de le parachutisme, ça fait peur, même si tu as un parachute sur le dos, tu peux finir dans un arbre ou dans une maison. Nous, on lutte contre ça, mais bon, la critique, elle est facile, c'est pas du tout pour critiquer ce qui a été fait. Je suis bien content de voir une scène qui est pas très réaliste, que pas de scène de parachutisme. Ça fait toujours participer à promouvoir le sport. Mais je trouve qu'il y a moyen quand même de le faire pour de vrai. Parce que tu peux très bien filmer de 3/4 arrière avec un cascadeur qui ressemble beaucoup en morphologie, et après de rajouter des images en plan très très serré avec les ventilateurs, ce qu'ils ont fait avec Keanu Reeves, hein. Il est en ventilateur avec Patrick Swayze sur la plupart des scènes, tu peux le faire. Après, tu peux aussi former les gars en fonction des scènes. Alors là, si tu veux voler à 6 ou à 8, ça va prendre une centaine de sauts, des fois t'as pas le temps de former le mec à une centaine de sauts. Par contre, si c'est juste filmer un mec qui est en solo dans le ciel, 30-35 sauts et c'est suffisant. Tu vois, Élodie Fontan et Philippe Lachaud, ils ont pris le temps de le faire, tout à leur honneur d'ailleurs, et je pense qu'il y a plein d'acteurs qui pourraient le faire. Est-ce que c'est pas une excuse un peu trop facile de dire «
allez, on va prendre un cascadeur, on va faire de l'image de synthèse. Je pense qu'il pourrait vraiment prendre le temps de se former, surtout qu'on peut utiliser la soufflerie. Aujourd'hui, tu intègres du vol en soufflerie pour devenir hyper compétent et hyper autonome en chute libre, et tu rajoutes 40 ou 50 sauts sous voile, tu peux faire des scènes très très réalistes. Parce que c'est une opportunité, je pense, dans le cinéma aussi, d'aller se former en moto, en apnée, en parachutisme, en plongée, Alors c'est facile à dire, je suis pas acteur, mais je trouve que c'est mieux pour habiter un personnage que d'aller vraiment se mettre dedans. J'aimerais bien faire référence là par exemple toi à Pomme Clémentieff, qui est une amie, qui vient souvent faire et des sauts et de la soufflerie avec nous. Alors elle, c'est le parfait exemple de je veux tout faire moi-même. Quel que soit l'art martial utilisé pour telle scène de combat, elle prend soin d'aller faire elle-même tous les réglages et puis d'aller chercher toutes les aptitudes pour faire la scène. Elle fait de la moto, elle fait du parachutisme, elle fait de la soufflerie, elle fait absolument tout. Elle fait du cheval, elle fait absolument tout. Donc bravo, big up pour Pomme, machine. Génial, donc là on voit la soufflerie. Alors même moi à l'époque c'était magique, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soufflerie. Faut savoir que la toute première, elle a été construite en 98, la vraie soufflerie ou vraiment sportive, à Rolando. 20 ans plus tard, il y en avait plus de 200 dans le monde. Donc ça a poussé très vite, mais ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, maintenant ça fait 25 ans qu'on a des souffleries, et ça fait, je pense, une quinzaine d'années que ça a vraiment changé la face de notre sport, d'un point de vue justement compétition, parce que c'est complètement intégré maintenant aux entraînements. Quelqu'un qui veut faire de la compétition de haut niveau, il va avoir le même volume d'entraînement indoor que outdoor, et du coup il va avoir en 5 ans, 6 ans, même s'il a que 1000 ou 1500 sauts, ou 2000 sauts, il va avoir l'équivalent de 20 ou 30 000 sauts, parce qu'il aura passé tout ce temps-là en soufflerie. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe. Je me souviens que dans l'histoire, il doit être formé le plus vite possible pour se faire passer pour un parachutiste amateur. Donc le seul moyen, c'est de passer par la soufflerie. Parce qu'en fait, si tu fais 10 sauts par jour, tu vas faire que 10 fois une minute de chute libre. Si tu t'entraînes à n'importe quel sport à raison de 10 minutes par jour, tu vas mettre du temps avant d'être performant. Alors que là, tu peux faire 1 heure, 2 heures même par jour. Du coup, forcément, les progrès ils sont énormes. C'est vrai qu'avant la soufflerie, ça devait être une énorme galère à apprendre la chute libre. En fait, et respect pour les anciens qui ont mis en place justement les disciplines artistiques, ils arrivaient déjà à faire des choses mais incroyables sans soufflerie. Il y a des compétiteurs, il y a déjà 20 ou 25 ans, qui faisaient des choses très proches de ce qu'on fait aujourd'hui, mais par contre ils allaient chercher ça ailleurs, avec de la gymnastique, avec de la danse, dans beaucoup d'autres endroits, et ça prenait beaucoup plus de temps, et c'était très dur. Il fallait vraiment dédier sa vie à ça, et il fallait vraiment par contre vivre sur un centre de parachutisme, et vraiment faire 1500 sauts par an, pour arriver à être dans les meilleurs mondiaux il y a une vingtaine d'années quand il n'y avait pas de soufflerie. Mais il y a des gens qui faisaient des choses incroyables. Pour reciter par exemple Patrick de Gaillardon ou Loïc Jean-Albert, c'est des gens qui ont fait avancer énormément le parachutisme en n'ayant pas eu vraiment accès à la soufflerie. Ah, génial, génial. Donc là, c'est plus réaliste en saut de nuit, parce qu'on voit déjà que tout le monde a un équipement de lumière pour se distinguer quand même dans le noir. Tout le monde a bien pris soin de sauter très proches les uns des autres pour limiter les distances, et tout le monde a un système de lumière. Et il y en aura un aussi au sol. Donc là, on a une scène de chute libre de nuit qui est très réaliste. Ah, beau travail. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des Américains, même s'ils sont capables de faire du Deadpool, ils sont aussi capables de faire du cutaway, du drop zone et du point block. Et là, du coup, pour revenir sur ces grandes formations, donc toi, il me semble que c'est là-dessus que tu as des records du monde. Il y a un chiffre de 42, je crois me souvenir. Ça, c'est un record du monde historique incroyable qu'on a réalisé. On avait 4 Français. Il y avait aussi Domitil Kiger et Franck Elof qui étaient avec Karine Joly et moi-même dans ce record. Donc 4 Français sur 42, c'est bien, c'est la classe, on a représenté, c'est génial. Et donc voilà, on monte à 5500 mètres. Avec système de pyrotechnie et oxygène, dans le noir absolu, parce qu'il y en avait 2 Skyvan, les fameux avions qu'on a vus tout à l'heure à tranche arrière qui volaient en formation serrée. Et donc jusqu'à l'appel à 4 minutes, il fallait qu'on soit dans le noir total pour que les 2 pilotes arrivent à se distinguer dans le vol en formation. Et là donc appel à 4 minutes, tout le monde met en route les combinaisons. Là on avait mis beaucoup de LED en plus, parce qu'il y avait des secteurs rouge, jaune, vert, bleu. Donc là tu passes d'un univers un petit peu force spéciale, t'es dans le noir, et d'un coup c'est sapin de Noël, Daft Punk, d'un coup c'est génial. Et appel à 2 minutes, on met tous en route les déclencheurs pour pouvoir activer justement la pyrotechnie, mais on fait hyper attention, c'est la phase critique du saut, c'est 2 minutes avant qu'on saute, parce qu'on est toujours sous oxygène. Donc il faut vraiment pas qu'il y ait un déclenchement accidentel d'un des systèmes de pyrotechnie, sinon les choses peuvent mal se passer. Et donc là, au go, tout le monde part. Une fois qu'on a quitté l'avion, seulement à ce moment-là, on appuie sur un bouton qui met en route la pyrotechnie. Et là, du coup, on va tous se retrouver comme on a vu les gens le faire à plat ventre, mais sauf qu'on est tous tête en bas. Et on est une formation à 42 parachutistes. Donc de loin, on ressemble à une météorite. Il y a eu énormément de vidéos qu'on a retrouvées de gens qui filmaient de loin, qu'on a retrouvées sur TikTok ou Instagram, qui pensaient vraiment voir une météorite tomber. Et donc c'est un record historique, parce que ça n'avait jamais été fait avant,
Donc on était vraiment très très honorés de faire ça, ouais. Alors Cutaway Drop Zone, c'est comme Point Break, j'ai beaucoup regardé. Ça, je trouve que c'est comme, voilà, c'est quand même autre chose. Et encore une fois, les films sont beaucoup plus vieux que ceux qu'on a vus il y a quelques minutes. Et c'est des vraies scènes. C'est filmé soit d'avion, soit avec un vidéoman qui est en chute, ou sous voile. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa de voir des vraies scènes. Ah là, le mec il joue là. Wow. Là, ce qui était intéressant, je trouvais, c'était de voir les entraînements au sol. Exactement. Alors, une maquette d'avion, où, alors ça suffit d'avoir la porte qui est matérialisée dans la vraie taille de la porte. C'est largement suffisant parce que, évidemment, on veut tout répéter. Le saut, il dure pas très longtemps. On veut automatiser un maximum de choses pour pas avoir à réfléchir ou à prendre des décisions auxquelles on n'aurait pas pensé en amont. C'est dommage. Donc on va répéter énormément de sauts. Soit on le répète avant, comme ils sont en train de le faire, et après on va dire comment on va partir maintenant qu'on sait qu'on est à tel endroit. Soit on fait dès le début dans la maquette. L'important, c'est voilà, d'avoir attribué des places qui sont cohérentes. Si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui attende les autres, bah forcément tu vas le faire partir en premier et pas en dernier. Si tu veux qu'il y ait des gens qui soient accrochés, bah il faut prévoir, ok, bah avec quelle autre main du coup je vais me tenir à l'avion. C'est plein de petits détails qui sont importants d'identifier et de tous des petits problèmes qu'il va falloir régler. Donc on utilise beaucoup les maquettes et on répète énormément au sol avant de sauter. Et il y a beaucoup de gens, alors on a perdu la mode des cheveux teintés, j'avoue. Mais on a beaucoup de profils encore comme ça dans le parachutisme, c'est ce qui en fait son charme aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent dans le parachutisme vraiment que pour le côté fun, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sauter avec des bateaux gonflables, sauter avec des tubes aussi, tu dois avoir des vidéos, et, on le fait régulièrement nous aussi. Il y en a un qui prend un tube géant, donc c'est un truc qui fait 50 cm de diamètre et qui fait 20 mètres de haut, et tu tiens le tube et du coup les gens, ça fait comme une skyball géante et les gens tournent autour pendant tout le saut. Donc il y a plein de choses qui font qu'on peut faire du parachutisme aussi, que pour le côté fun. Et c'est pas du tout dangereux parce qu'on va énormément répéter de toute façon le programme du saut, et de toute façon, comme on respecte cette règle que quoi qu'il arrive, à 1000 mètres, on va être dans un coin de ciel tout seul pour ouvrir son parachute, on est en sécurité. Alors ça se fait plus, hein. Ça a été abandonné comme jeu. C'était les 8 ou le 10 vitesses, donc c'était le plus vite construire une formation. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui se sont installés à 200 km/h qui ont déjà construit une partie de la formation, et puis il y a des mecs qui sont en train de foncer dessus pour finir de la construire, mais qu'eux sont pas à 200, eux ils sont à 250, 280. Il a fallu avoir 2-3 accidents pour qu'on confirme que c'est pas une super idée de se foncer dessus comme ça. Ça va? T'as failli me démonter l'épaule, t'es arrivé en fonçant comme un dingue. Mais en tout cas, on a la question qui revient régulièrement. Est-ce que c'est pas dangereux, surtout quand les gens voient des images de nous en record du monde, qu'on est très très nombreux dans le ciel, est-ce qu'on peut pas se rentrer dedans? Alors j'ai envie de dire évidemment que oui, c'est dangereux, mais c'est la même problématique en vélo, dans Paris, en bicyclette, en moto, en voiture. On est tous en train de conduire un véhicule, ou là son corps. Si on n'a pas les compétences pour se retrouver à ce degré de proximité ou à ce nombre-là, eh ben on se met en danger en fait. Donc bien sûr, à tout moment, si on n'est pas maître de son véhicule ou de son corps, on peut se rentrer dedans. C'est une question qui est naturelle, mais la réponse en fait, elle est tout autant. Évidemment, c'est dangereux si on maîtrise pas ce qu'on fait. Mais voilà, ça c'est génial parce que on voit du briefing. Merci beaucoup de l'avoir remis, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et j'avais oublié à quel point il prenait le soin d'intégrer, voilà, il y a la sécurité seule, on vérifie le largage, ça sous-entend qu'il y a une communication avec l'avion, c'est ce qu'on fait pour être sûr d'être là où on est censé être, on annonce combien de gens on va larguer, lui il va répéter au pilote combien il y a de voiles ouvertes, il y a du briefing, il y a du vol, il y a du débriefing de ce qu'on vient de faire, il y a du vrai pilotage sous voile, pas saccadé comme on a vu tout à l'heure. Voilà, on vole doucement sous voile, on fait des corrections légères, il y a des vrais posés. Tu vois, le Point Break a pris le dessus parce que ils ont touché un truc qui était encore plus poétique, parce que je te confirme que c'est celui qui revient. Vraiment, dans la communauté para, c'est Point Break qui reste au-dessus. Alors qu'au final, je suis en train de constater qu'au niveau réalisme et puis nombre de scènes et durée des scènes, en fait, il est meilleur celui-là. Ouais, tu vois, ils s'éloignent les uns des autres. Évidemment, tout le monde va s'éloigner les uns des autres. Au moins, au pire, même si tu t'aperçois que c'est trop tard, de s'orienter d'une direction opposée pour que la voile ait envie de continuer à s'éloigner. C'est du bon sens qu'à 8-10 autres t'as déjà intégré, que là tu vois pas dans certains films où pour le côté justement cinématographique, c'est on ouvre les uns sur les autres. Alors là, on voit justement les prémices du free fly. Aujourd'hui, évidemment, plus que toujours, on continue à voler tête en bas, mais c'est plus avec des postures comme ça. C'est avec des postures un peu plus freinées ou un peu plus rapides en fonction de ce qu'on fait, mais les postures ont changé, c'est fou de voir ça. C'est beau de voir que le matériel et les postures changent, et c'est aussi beau de voir qu'on arrivait avant, je remets le doigt dessus, mais on arrivait avant
à prendre le temps de faire des vraies scènes, qu'aujourd'hui on a fait place finalement aux images de synthèse, et malheureusement ça se voit vraiment. Bon, je suis obligé de dire beaucoup de choses sur Tom Cruise, parce qu'il a évidemment le respect de toute la communauté parachutiste. Donc c'est un athlète incroyable, c'est un acteur évidemment incroyable, et puis il a plus de 1000 sauts. C'est un parachutiste qui a fait que s'améliorer en plus dans ses compétences de parachutiste. Bon, tu vois l'évolution aussi du matériel, de plein de choses, hein. Donc on retourne exactement dans le même schéma. On est en très très haute altitude qui fait qu'on a besoin d'oxygène, la tranche arrière. Comme je disais tout à l'heure, normalement on serait plutôt sur un comportement calme, mais bon, ça reste tout à fait acceptable. Oh, regarde-moi la taille. Au niveau cinématographique, on est vraiment au top quand même. Tom Cruise, il nous régale. Allez, histoire de dire un truc, parce qu'il faut bien trouver quand même quelque chose, parce que la scène elle est géniale. Il y a 2 trucs. Il y a aussi le posé évidemment qui est rocambolesque. Mais le premier truc, c'est il faut forcément qu'il y ait une communication avec le pilote. Donc soit il y a quelqu'un à la porte qui fait ce relais-là, soit tu trouves un moniteur, enfin il faut forcément que tu saches exactement où est-ce que tu es. Ou alors tu te mets à plat ventre et tu fais le spotting toi-même, et tu peux pas te permettre de dire grosso modo, alors que t'es à 130 nœuds ou 150 nœuds, grosso modo là je suis à peu près là où je veux être. Non, faut être très très précis. Nous on fait des sauts tous les ans au-dessus des pyramides d'Égypte. Si on se rate de 1 ou 2 km, on est au-dessus de la ville, hein. Et 1 ou 2 km à cette vitesse-là, quand tu fais du 60 ou du 70 mètres secondes en avion, tu peux vraiment pas te le permettre. Donc voilà, il aurait fallu être beaucoup plus sûr avec des moyens de communication, d'être exactement là où ils voulaient être, surtout qu'ils veulent vraiment être au-dessus de ce bâtiment-là, au-dessus de Paris. Par contre, cette vue qu'ils nous offrent au-dessus de Paris, elle est absolument incroyable. Pour la traversée du nuage avec la foudre, évidemment, on fait pas ça, hein. On évite de sauter au-dessus des nuages. On ne sauterait jamais au-dessus d'un orage comme ça, évidemment. Bon, bah ça fait 3 trucs, désolé. Mais bon, c'est Tom. Tom, il a plein de jokers, il peut y aller. Donc il va rattraper l'autre parachutiste en chute. Donc on retrouve la position dans laquelle on est censé tomber si on est inconscient. Sauf qu'on tiendrait pas aussi bien les jambes, ça irait un peu plus vite, ça serait un peu plus dur à rattraper. Mais on est quand même très très proche d'un truc réaliste. La difficulté après, c'est pas tant d'être capable de suivre le mec, c'est de l'attraper quand même. C'est très difficile parce que c'est quand même des vitesses de chute augmentées. Là, il faudrait qu'il soit quand même un peu conscient pour que cette scène se passe aussi bien que ça. Mais elle est quand même extrêmement réaliste. De mémoire, ils ont utilisé une soufflerie à ciel ouvert, géante, pour réaliser ces scènes-là, pour avoir des compléments, pour avoir justement plus d'angle de vue, pour limiter le nombre de sauts, mais il y a quand même de toute façon plein de scènes qui sont faites avec un vrai vidéoman, et puis avec vraiment un Tom qui saute. C'est juste l'autre acteur, je suis pas sûr qu'il ait vraiment sauté par contre. Henry Cavill, je pense que lui il a pas sauté. Ah, mais c'est génial. Là, la manœuvre qu'il a fait, elle est absolument géniale, parce qu'en plus elle donne accès au parachute à l'ouverture de la voile principale. Bon, bien sûr, c'est encore une fois, c'est à la dernière seconde. Bon, la manœuvre elle est géniale. Même, je suis presque jaloux, faudrait que j'essaie de le faire un jour. Bon, la manœuvre, elle est géniale pour ouvrir le principal. À ce moment-là, sur quelqu'un d'inconscient, peut-être qu'il vaudrait mieux ouvrir le secours, parce que c'est une voile qui vole quand même plus lentement. Ça serait quand même plus raisonnable. Mais bon, on va pas aller dans ce genre de détails. En tout cas, c'est génial, c'est très esthétique au niveau cinématographique. Par contre, évidemment, on retourne sur cette petite incohérence que normalement on saute pas au-dessus de sites où on n'est pas sûr et certain d'avoir un plan A déjà béton, où il n'y a pas d'obstacle. Donc là, il faudrait qu'ils se posent dans un jardin ou sur une route où ils savent qu'il n'y a pas de gens ou de circulation. Et il faudrait qu'ils aient 1 ou 2 plans B. Et dans tous les cas, ouvrir beaucoup plus haut pour avoir le temps justement de contrôler où est-ce qu'ils vont. Donc là, évidemment, il faut quand même un petit peu de cinéma. Mais ça reste une scène absolument incroyable. Oh là là. Et cette position de plongée où tu mets tes bras en vraiment descente, je pense que c'est la position qui te permet de prendre le plus de vitesse, c'est pour ça qu'on la voit souvent. Oui, en fait, si tu veux descendre, et en plus aller vite, parce que là on veut 2 choses à la fois. On veut descendre, en plus on veut aller vite. Donc si tu maintiens tes bras bien devant toi, tu maintiens une assiette à plat, et du coup tu es stabilisé à une vitesse où tu peux un peu accélérer, un peu freiner, mais tu peux pas faire grand chose. Par contre, si tu vas attraper quelqu'un qui est beaucoup plus bas que toi, il faut prendre forcément un angle qui permet de le rejoindre, et en plus, il faut réduire le profil pour pouvoir prendre de la vitesse. Donc là, en fait, il fait les 2 choses à la fois. Il met de l'angle et en plus, il met de la vitesse. Vitesse maximale qu'on peut atteindre comme ça? Alors, il y a des records du monde aussi qui sont établis en vitesse verticale. On est on approche les 500 km/h. Mais ça serait faux de dire que c'est une performance humaine. C'est comme une performance en record ou au 100 mètres, tu vois, de faire du 9 secondes, 8 dixièmes ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est combien d'hommes au monde sont capables de faire ça, tu vois. On parle de 20 ou 30 gars, donc là c'est pareil pour les 500 km/h. Quelqu'un qui va au max de sa vitesse de normal, il peut arriver à 300-350 km/h et c'est vraiment le max.
Après, pour aller au-delà, il faut combinaison très serrée, il faut être très très lourd. Donc de base, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à 200 km/h en chute libre. À plat ventre et sur le dos, on n'est pas très loin. Et tête en haut, tête en bas, 250-280. Si on adopte des postures d'approche, comme on le fait en début des sauts pour les grandes formations, toutes les grandes formations, systématiquement, on part tous comme l'a fait Tom Cruise là. On part tous dans un esprit de mettre de l'angle pour attraper le groupe qui est parti en premier, qui fait la base, et en plus réduire les appuis pour avoir un maximum de vitesse. Quelque chose qu'on voit rarement, qu'on a vu beaucoup plus en cascade, et qu'on a moins vu au cinéma, c'est le parachute en feu. Bon, à savoir que ça prend pas feu comme ça une voile. J'ai la chance justement d'être ami avec Steve Curtis qui a fait des sauts comme ça en mettant le feu à sa voile. Il laisse la voile tremper dans du carburant toute la nuit pour vraiment l'imprégner, pour être sûr qu'elle s'enflamme. Donc tu vois, c'est pas pour dire allez-y, mettez le feu à vos voiles, mais c'est que voilà, normalement ça va commencer à brûler. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra forcément de toute façon libérer la voile principale et actionner l'ouverture du parachute de secours, évidemment. Mais ça brûle pas aussi facilement que ça une voile. Mais là, bien sûr, là, c'est au niveau cinématographique, on est au top là. Ils ont sorti le making-of justement, où ils montrent comment c'est fait. Mais du coup, il a fait plein de sauts pour avoir la prise qu'il fallait. C'est en ça aussi qu'il a évidemment le respect, encore une fois, de toute la communauté parachutiste. Pour nous, c'est vraiment un parachutiste. Parce qu'il a compris qu'il fallait répéter pour avoir un résultat. C'est une évidence pour nous qui sommes compétiteurs. Il faut vraiment faire plusieurs fois la même chose pour avoir l'option d'avoir le résultat que tu veux obtenir. Donc ça peut être un visuel, dessus, dessous, ou alors un timing qui est pas bon, ou une distance qui est pas bonne. Enfin, avant d'avoir ce que tu as imaginé, c'est très difficile. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie d'aller essayer la chute libre, qu'elle soit indoor ou outdoor. Je peux que recommander parce que cette communauté elle est vraiment incroyable. Vous allez avoir des copains dans le monde entier si vous devenez parachutiste demain et vous allez pouvoir voir la terre du ciel et c'est vraiment magique. Et moi je suis très content en plus de vous dire à nouveau que c'est grâce au cinéma que je suis devenu parachutiste. Donc si vous, c'est grâce au cinéma que vous allez un jour devenir quelque chose, osez le faire, parce que c'est magique. Le cinéma c'est magique, le parachutisme, le sport, tout ça c'est magique et il faut le partager. Merci.